Check de coude, bienvenue dans cette partie 2 du sexe gay. Avant toute chose, ce que je te propose, si tu n'as pas encore vu la partie 1, c'est tout simplement d'aller la regarder et de revenir tout de suite après. Je tenais réellement, mais du plus profond de mon cœur, à vous remercier pour les retours que j'ai eus suite à ma première partie. J'ai reçu une vague d'amour, de positivité. Et ouais, en fait, vous me confirmez que je fais bien d'en parler, que le sexe, c'est pas tabou, c'est pas sale, on doit en parler, on doit informer et essayer de mettre les préjugés et les tabous de côté. Donc merci réellement de prendre du temps dans votre quotidien pour regarder ma vidéo. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire si tu en as envie, pour me montrer ton soutien avec mes vidéos et également pour faire grandir notre grande famille. Et si c'est déjà fait, merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Je te fais de très gros bisous. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas sexologue, je suis une personne lambda, comme toi, et je vais tout simplement te parler, t'informer de ce que je pense connaître. Je ne prône pas la bonne parole, tu es libre d'appliquer ou non ce que je vais te dire. Tu es libre de mettre certaines choses de côté ou de ne pas être d'accord. Encore une fois, le sexe, c'est du fun. C'est là pour te faire kiffer et finalement, tu es la seule personne à établir tes propres règles. Allez, c'est parti, générique. Calme-toi Laurent, c'est juste un fond noir avec marqué « Soyons pétillants » et une musique de fond quoi. Mon but, c'est de prôner la tolérance parce que si je fais cette vidéo-là, c'est finalement pour te parler à toi qui n'ose peut-être pas parler de ta vie sexuelle avec tes parents, avec ton entourage, peut-être même qu'à l'école, on a mis ta sexualité de côté. Donc je veux te montrer que je suis là pour te l'expliquer de la façon la plus simple possible et que je ne t'oublie pas, c'est super important. Tu peux le faire pour ton plaisir personnel afin de connaître un petit peu plus tes zones érogènes et tout simplement de te faire kiffer toi. Et tu ne dois pas dépendre d'autres personnes pour attendre de recevoir finalement du plaisir. Si tu désires utiliser des sextoys, selon moi, il y a peut-être quelques tips à prendre en compte. Encore une fois, si tu le désires, la première, ce serait de vérifier que tu ne sois pas allergique, à vérifier finalement quelle est la matière de ton sextoy, sa composition, etc. Puisqu'il va venir entrer en contact avec certaines de tes muqueuses, de ton corps. Ce serait bête finalement d'avoir des plaques ou des réactions, alors que de base, c'est là pour te faire kiffer. C'est important de faire attention à ton sextoy. Du moment qu'il y a un petit défaut, ne l'utilise plus. Pour moi, le lubrifiant, c'est vraiment le meilleur ami de ta sexualité, donc pense bien en mettre. Ce n'est que mon avis et tu es libre de l'appliquer ou non. C'est de mettre un préservatif sur ton sextoy si tu l'utilises avec d'autres personnes, peut-être des personnes que tu ne vois pas souvent, c'est peut-être une personne avec qui tu n'es pas en couple. Voilà, la capote est là également et peut se mettre certes sur un pénis, mais également sur un sextoy, c'est tout à fait ok et tu vas kiffer tout autant avec un petit peu lubrifiant et le tour est joué. Comme tout corps étranger que tu vas venir t'introduire, toucher ton corps, tes muqueuses, pense bien après chaque utilisation à le laver. Ce que je te conseille, c'est avec un savon, un pH neutre et de l'eau tout simplement. Et une fois qu'il est bien lavé, ne le remets pas tout de suite par exemple dans sa boîte pour pas qu'il macère, mais de bien penser à le laisser sécher à l'air libre. Et une fois qu'il est bien sec, là ensuite, tu peux le ranger correctement dans ta table de chevet, dans ton armoire. Tu vas avoir des sextoys qui vont peut-être être plus adaptés pour l'anus, une certaine zone. Donc prends bien le temps d'utiliser ton sextoy selon ses consignes d'utilisation. Alors je sais, dans le sexe, on a envie de détourner un petit peu les choses, mais n'essaye pas d'aller au-delà des limites qui feraient que peut-être que ton corps pourrait facilement être endommagé par ton sextoy s'il n'est pas utilisé pour une certaine zone. Avant d'acheter un sextoy, de bien comprendre à quoi il sert, ce qu'il favorise et à l'utiliser de la manière la plus saine pour toi et pour ton corps. Un glory hole, c'est tout simplement un trou dans une cloison, dans un mur, et ça va être là pour apporter un contexte, une excitation supplémentaire à ta vie sexuelle. Par exemple, si tu es face à cette cloison avec ce trou, tu as cette possibilité d'augmenter un peu l'excitation du voyeurisme, c'est-à-dire d'observer à l'intérieur de ce trou et de voir par exemple la personne en face en train de se toucher, de se caresser, de se masturber. Le glory hole et ce trou te sert également, si tu le souhaites, à introduire ton pénis à l'intérieur de celui-ci et la personne en fait, de l'autre côté de la cloison pourra pratiquer pourquoi pas une fellation, une sodomie. C'est-à-dire que finalement tu es en train d'avoir une pratique sexuelle
avec une personne, mais tout va se jouer dans les sensations, puisque la paroi est là finalement pour cacher, et du coup tu vas pouvoir travailler vraiment ton imagination. Bref, le gloriole qui vient souligner certains désirs, certains fantasmes que tu peux avoir. Non, c'est pas réservé pour des personnes bizarres, pas du tout. Il faut vraiment que tu te mettes dans la tête que si tu désires utiliser un lubrifiant, il est nécessaire que tu en achètes un qui va être en adéquation et qui est là pour ton corps. Donc ce que je te conseille, c'est plus des lubrifiants gel à base d'eau qui soient le plus naturel possible afin qu'il n'y ait pas d'effet secondaire, de rougeur, que ta peau réagisse finalement le mieux possible en contact avec ce gel. Tu laisses ton huile d'olive, tu laisses ton huile de friture de côté dans ta cuisine. Alors tu vas me dire pourquoi, parce que finalement, l'huile, ça a ce côté lubrifiant un petit peu, c'est très gras, c'est glissant, ça pourrait faire le job. Si tu utilises autre chose qu'un lubrifiant qui est prévu à cet effet pour ton corps, ça pourrait éventuellement t'irriter toi, apporter un petit peu des dégâts à ta capote et voire éventuellement à la fragiliser, à la faire craquer. Tu laisses ton huile d'olive dans la cuisine pour faire tes crêpes, pour faire tes frites, pour faire tes gâteaux. Du moins, c'est ce que je te conseille. Voilà. C'est bien de mettre du lubrifiant puisque ça va permettre de favoriser l'acte de pénétration, mais je pense que c'est comme tout, l'excès c'est toujours mauvais. Et si tu mets par excès, ça peut limiter les sensations, tu peux peut-être moins ressentir les choses parce que tu auras un excédent de corps gras qui vont faire que tu vas peut-être moins sentir par exemple le pénis en toi. Et également, ça peut peut-être favoriser la perte du préservatif. Parce que si ton anus est ultra lubrifié, sur la capote est ultra lubrifié, ça peut faire glisser. Et le but, bien sûr, c'est de ressentir des sensations et surtout de ne pas perdre le préservatif. Un plug, c'est un jouet sexuel de forme conique. Je sais qu'il y a beaucoup de tabous autour de ce sextoy, mais oui, c'est destiné à être introduit dans un anus et ça va favoriser l'excitation sexuelle, voire pimenter finalement tes relations. Il est dit aussi que le plug permettrait de dilater l'anus afin de préparer à la sodomie et à détendre un petit peu les muscles. Alors comment tu vas l'utiliser ? Il faut faire attention, l'introduire avec délicatesse, de façon circulaire, progressivement, avec du lubrifiant toujours, de façon douce. Le plug serait une méthode pour stimuler le point G qui est situé près de la prostate. Ça viendrait titiller et accentuer finalement ce désir-là. Pense bien le laver avec un savon antibactérien, même si encore une fois, l'anus ce n'est pas sale, le corps humain n'est pas sale, mais voilà, pense bien à le nettoyer, à le laisser sécher et à t'en resservir bien sûr avec volonté, avec envie et avec plaisir. C'est juste le corps humain, on n'est pas des robots. C'est pas parce que tu as du mal par exemple à avoir une érection que ça fera de toi une personne moins performante, que pour autant tu n'es pas une personne attirante, que tu n'es pas stimulante, non. Il y a plein de facteurs qui peuvent comprendre pourquoi on peut avoir des difficultés. Il suffit tout simplement que tu sois dans un état un petit peu de stress, que tu te questionnes beaucoup, finalement que tes pensées soient ailleurs, ça peut favoriser la difficulté à avoir une érection. Et également, si tu utilises de la drogue, de l'alcool, tu peux avoir un petit peu plus de mal. Donc si tu es stressé, si tu es fatigué, si également tu es une personne hypersensible, l'érection peut par moment être un petit peu plus compliquée, mais c'est pas parce que là, à ce moment-là, tu as un petit peu plus de mal, toutes les autres fois ça va être pareil, non. C'est de ne pas culpabiliser, ce n'est pas grave. C'est de ne pas faire culpabiliser la personne qui sera avec toi. Il faut enlever ce tabou que forcément, dès que tu vas avoir un acte sexuel, direct, il faut avoir une érection comme ça. Non, on n'est pas dans les films porno, c'est pas de la fiction, c'est la réalité. Et des fois, ça arrivera, ou si c'est pas encore arrivé pour toi, peut-être qu'un jour, ça se produira, que tu aies une petite difficulté à avoir une érection. C'est pas parce que tu as du mal à bander qu'il faut tout de suite arrêter l'acte sexuel. Vous pouvez dialoguer, essayer de comprendre pourquoi, ou alors tout simplement essayer de stimuler pour favoriser l'érection en s'embrassant, en se touchant. Ça va venir finalement peut-être faire monter le désir. Et si ce n'est pas le cas, vous pourrez le refaire plein d'autres fois. La vie est longue, donc vous prenez vraiment pas la tête sur ça. Ça n'enlève en rien ta capacité à donner du plaisir et à en recevoir, je t'en fais la promesse. Donc il y a une différence entre le VIH et le sida parce qu'il y a beaucoup cet amalgame finalement qui se fait, alors que le VIH c'est un virus
Et le sida, ça va être le stade avancé du VIH. Sache qu'une personne séropositive, c'est-à-dire qui est porteur du VIH, peut très bien ne pas avoir le sida. Il y a cette idée reçue que si tu couches avec une personne qui a le VIH, forcément elle va te le transmettre. Et en fait, pas forcément. Il y a un traitement qui s'appelle la trithérapie et qui tient ce rôle finalement de stopper la multiplication de ce virus. Si elle prend bien son traitement, qui a un vrai suivi médical, à un moment, son traitement va avoir le rôle de lui procurer une charge indétectable. C'est-à-dire que lorsqu'elle couchera avec toi, cette personne, elle ne pourra plus te transmettre le VIH. Que le VIH ne se guérit pas, mais il se soigne afin que les personnes séropositives puissent vivre de la façon la plus agréable possible. La sérophobie, c'est une discrimination. C'est quand la peur du VIH met de côté et rejette les personnes vivant avec le VIH ou le sida. On parle d'être humain, on ne parle pas de robot. Ne mets jamais quelqu'un à l'écart, que ce soit pour sa couleur de peau, son orientation sexuelle, sa religion, mais également si elle a une maladie, un virus ou que sais-je. On est tous des personnes dont on doit être fier de qui on est, qu'importe finalement ton statut sérologique, et à enlever ces mots sur les sites de rencontres, comme quoi tu ne serais pas clean si tu as le sida, le stade avancé du VIH, si tu as le VIH, si tu as une MST, une EST, bref, c'est totalement faux, c'est totalement bête. Sois fier de qui tu es, ouvrons-nous les esprits, les mentalités, et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on mettra un petit peu de côté les inégalités, les discriminations, etc. Parce qu'on parle d'être humain. Il y a plusieurs façons pour se protéger, mais également protéger nos partenaires lors d'un rapport sexuel. L'une des méthodes les plus connues, c'est le préservatif. Donc comment on l'utilise? Tout simplement, tu vas l'ouvrir de son emballage, donc pense bien à l'ouvrir sur le côté et à bien faire attention de ne pas endommager la capote qui se trouve à l'intérieur. Si malheureusement, en ouvrant l'emballage, ça arrive que ta capote soit endommagée ou que tu l'aies déchirée ou que sais-je, qu'elle soit finalement abîmée, tu la jettes, tu la mets de côté et tu prends un nouveau préservatif. Une fois que tu as ta capote entre les mains, donc comment tu vas la mettre? Tout simplement, tu vas la placer sur ton sexe en érection et tu vas chasser l'air du réservoir en pinçant au bout et en déroulant en fait le préservatif le long de ton sexe jusqu'à sa base. Tu en as des phosphorescents, tu en as avec des goûts différents, certains qui sont dits plus robustes que d'autres, plus épais ou alors plus fins, certains avec des imitations vaines. Je t'assure, c'est pas pour autant que tu vas moins kiffer et en plus de ça, tu vas protéger toi et en plus tes partenaires. Après chaque utilisation, en fait, pour enlever ton préservatif, il faut te retirer par exemple de l'anus, enlever ton préservatif avant la fin totale de ton érection et tout simplement le jeter. Un préservatif, on l'utilise une seule fois. Ça ne se prête pas. Une fois que tu as fini de faire ce que tu avais à faire, que tu as emmené ta personne au 7e ciel, eh bien, tu le jettes et tu en reprendras un autre pour un éventuel rapport sexuel. Il faut savoir que les préservatifs, eux aussi, ils ont une date de péremption, comme les yaourts. Donc quand on achète, tu regardes bien jusqu'à quelle année, jusqu'à quel mois ça va. Et quand on a depuis un petit moment chez toi, dans ta table de chevet, que tu veux les utiliser, pense bien quand même à retourner l'emballage et à vérifier la date de péremption. Si elle est passée, tu n'utilises plus ces préservatifs et tu vas en acheter tout simplement des nouveaux. Alors, on n'entend pas beaucoup parler de celui-ci, mais il existe, c'est le préservatif interne appelé Femidome. Donc c'est une sorte de pochette qui va s'introduire et s'adapter à la morphologie interne, par exemple, de ton anus. En fait, cette pochette, ce préservatif, se compose de 2 anneaux souples. Donc tu vas tout simplement prendre un des 2 anneaux, le pincer légèrement pour qu'il fasse comme un petit 8 et te l'introduire à l'intérieur de ton anus et laisser le second anneau à l'extérieur de ton corps. Et finalement, c'est comme un petit tunnel où lors d'une future pénétration, il faudra tout simplement que le pénis rentre dans le premier anneau qui est à l'extérieur de ton corps et finalement suivre le chemin. Ce que je te conseille, si tu n'as pas l'habitude d'en utiliser, c'est de bien guider finalement le pénis de la personne avec qui tu vas faire l'amour. Donc il existe la digue dentaire appelée carré de latex. Donc ça va être pour les rapports bucco-génitaux, bucco-anaux, c'est-à-dire bouche, sexe, bouche, anus. Et en fait ce carré de latex va finalement
faire en sorte que ta bouche ne soit pas directement en contact avec l'anus. Donc comment tu vas l'utiliser? Tu vas tout simplement placer ton carré de latex sur l'anus de la personne qui sera avec toi. Tu vas bien tenir le carré histoire qu'il ne glisse pas. Et après, par exemple, faire un anulingus, embrasser, lécher, ce que tu veux. Donc pense bien à la tenir afin qu'elle ne se déplace pas lors de ton rapport sexuel. Et encore une fois, comme la capote, comme le préservatif interne, une fois que tu l'as utilisé, tu le jettes et surtout, ne pense pas parce que c'est un petit carré que tu peux le retourner. Non, parce que le but, encore une fois, c'est que si ton anus a touché une certaine partie du carré, c'est pas que tu le retournes pour finalement après mettre ta bouche où il y avait l'anus. Vraiment, le carré de latex a cette fonction que ta bouche et l'anus ne rentrent pas directement en contact. Donc il existe plusieurs façons de se faire dépister, mais il faut vraiment que tu gardes en tête une chose: plus tu te feras dépister souvent, plus finalement tu pourras savoir où tu en es au niveau de ta santé. En dépistage, tu as d'abord le prélèvement sanguin. Donc ce qui est cool lorsque tu vas aller dans un lieu exprès pour faire ton prélèvement sanguin, c'est que tu vas pouvoir parler, poser des questions et également évaluer tes pratiques afin de comprendre si elles sont à risque ou non et pourquoi. Tu pourras avoir une prescription pour le VIH, mais également pour les hépatites, pour les IST, pour les MST, afin de faire vraiment un bilan complet. Pour avoir une réponse fiable, pour que ton résultat lors de ce prélèvement sanguin soit fiable, il faut qu'il y ait 6 semaines entre ton dernier rapport sexuel et le moment où tu vas venir faire ton dépistage. Autre façon de se faire dépister, tu as le test rapide, appelé TROD. Au bout du doigt, on va venir te faire une petite piqûre, tu sais, tout simple, comme un petit clip. A contrario du prélèvement sanguin, où là, pour avoir une réponse fiable, il faut compter 6 semaines entre ton dernier rapport sexuel et ton prélèvement. Là, avec le test rapide, c'est 3 mois. Donc il faut vraiment qu'il y ait 3 mois entre ton dernier rapport sexuel et le moment où tu vas faire le TROD. Ce qui est pratique avec le test rapide, comme son nom l'indique, c'est que tu auras la réponse du résultat après seulement 30 minutes. En cas de rupture, de glissement, si tu as oublié même de mettre un préservatif, si tu as été en contact avec des objets souillés de sang, de sperme, que tu as échangé finalement du matériel de drogue, bref, après un risque, sache qu'il existe le traitement post-exposition. Il te suffit de contacter SIDA Info Service. Sache qu'ils sont ouverts et que tu peux les appeler 24 heures sur 24 et eux vont t'aider à te dire quel est le service d'urgence le plus proche du lieu où tu te trouves, ou alors tu peux directement aller dans ton service d'urgence si tu connais l'adresse. Une fois que tu seras dans ce service d'urgence, ils vont avoir cette responsabilité de t'écouter, d'évaluer ton risque lors de ton rapport sexuel et surtout de te prescrire ce traitement. Il se prend au mieux 4 heures après un éventuel acte sexuel à risque et au plus tard 48 heures. Donc bien sûr, tu auras un suivi médical pour voir ton corps, comment il vit avec ce traitement. C'est un délai de 28 jours. Donc il faut bien penser à aller jusqu'au bout de ce traitement pour maximiser l'efficacité et si éventuellement tu as eu un rapport à risque, pour limiter celui-ci et ne pas être contaminé par le VIH. Mais c'est super important de bien garder en tête qu'il existe ce traitement. Tout de suite, il ne faut pas être fataliste et se dire « c'est fichu pour moi, je vais être contaminé ». D'une part, on ne met pas les gens de côté, la sérophobie c'est mauvais. Et de l'autre, tu as encore ce traitement-là pour t'accompagner et finalement mettre de côté ce virus, tout simplement que tu n'en sois pas porteuse. Alors je ne sais pas si tu en as entendu parler parce que j'ai l'impression que on le voit de plus en plus sur les réseaux et tant mieux, c'est trop cool, c'est la PrEP. Donc c'est un médicament qui est destiné aux personnes séronégatives, c'est-à-dire qui n'ont pas le VIH. On va le conseiller vers les personnes qui sont très exposées au VIH, qui ont souvent des rapports sexuels avec différentes personnes, avec des multiples partenaires. Il faut que tu saches que la PrEP, tu peux l'utiliser de 2 manières. Soit l'utiliser de façon continuelle, c'est-à-dire de prendre un comprimé tous les jours et à la même heure, et tu peux également la prendre de façon ponctuelle. Il faudra prendre 2 comprimés 2 heures avant ton rapport sexuel. Il faudra que tu en reprennes après un à la même heure le lendemain,
et le surlendemain également. La PrEP, c'est prescrit par un médecin. Il va y avoir vraiment un suivi médical afin de pouvoir en discuter et de voir comment réagit ton corps, si tu as des effets secondaires, des vomissements, de la diarrhée, etc. Mais la PrEP peut être un bon moyen pour toi d'avoir une vie sexuelle finalement où tu stresses un petit peu moins et que tu sais que tu as ce médicament que tu prends qui te protège du VIH. C'est un traitement qui est destiné aux personnes séropositives, c'est-à-dire qui ont le VIH. Il va empêcher la multiplication de ce virus et en d'autres termes, si la personne prend consciencieusement le traitement, qu'elle a un vrai suivi médical, sache que le but c'est d'arriver à une charge indétectable, c'est-à-dire qu'une fois que sa charge sera indétectable, elle pourra avoir des rapports sexuels sans transmettre le VIH. Bon ça y est, c'est la fin. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu t'en apprendre davantage. Encore une fois, n'hésite pas à te rapprocher de certaines associations. Je vais te mettre en lien de la vidéo certaines adresses auxquelles tu pourrais éventuellement appeler, écrire. Merci beaucoup pour vos gentils commentaires, pour votre ouverture d'esprit, pour votre tolérance lors de ma première partie. J'espère que ce sera idem pour cette seconde. Et je me dis que c'est ça la magie de YouTube, c'est que on se connaît peut-être pas dans la vraie vie, mais finalement on a des centres d'intérêt, une ouverture d'esprit qui fait que ça nous rassemble. Donc merci beaucoup encore une fois d'avoir pris de ton temps pour regarder cette vidéo-là. Et surtout n'oublie pas, soyons pétillants à la vie, aux autres, mais surtout envers nous-mêmes. Mouah.